C'est les grandes cultures qui vont donner le ton à tout le reste. C'est-à-dire que les prix des différentes productions vont s'accrocher au prix des grandes cultures. Je vais vous l'expliquer. La moitié des agriculteurs en France ou en Europe font du blé, parce que c'est la culture par défaut. On peut dire, et puis tout le monde en a, c'est la culture la plus importante. À côté du blé, on a l'orge et le maïs, qui sont les autres céréales. Ces trois cultures ont un débouché commun à travers l'alimentation animale, qui reste le plus gros débouché des céréales. À côté de cela, vous avez les oléoprotéagineux, colza, tournesol, qui sont les parents pauvres. En Europe, l'Europe n'a jamais réussi à développer ces productions-là. Les oléoprotéagineux représentent 18 à 19% de la surface des grandes cultures en Europe, alors que chez nos concurrents, ça va être 39% aux États-Unis, 45% en Ukraine, 67 à 69% sur l'Argentine ou le Brésil. Alors là, c'est des erreurs historiques de l'Europe. L'Europe ne s'y est pas intéressée, les cultures ne sont pas rémunératrices, les agriculteurs ne les font pas, et donc si les agriculteurs font d'autant moins d'oléoprotéagineux, ils font d'autant plus de céréales, parce que dans l'espace, ce sont des productions qui se concurrencent. Ensuite, derrière cela, vous avez tout un tas d'autres productions qui sont raccrochées au prix des grandes cultures, à commencer par les légumes pour la transformation. Vous avez dans le salon des stands de Bonduelle, par exemple. Quand Bonduelle vient nous voir, ils savent très bien combien vaut le prix du blé et ils calculent leur prix de haricots verts, de petits pois, de maïs doux sur le prix du blé. Ils vont nous donner en gros 100 € de l'hectare de plus si on fait ces productions-là. Et après, derrière, vous avez les mêmes productions en maraîchage, ou alors vous avez les cultures d'oignons, de pommes de terre. Les agriculteurs les développent. S'ils ont un petit intérêt économique à les développer par rapport au prix du blé. Et après, vous avez d'autres petites productions, un petit peu de spécialisation dans d'autres régions, comme, moi je suis des Landes, on va dire l'asperge, le kiwi, vous avez les fruits rouges dans certaines régions, le melon, on va dire dans les Charentes, qui arrive. Et tout ça est un petit peu relié. Les agriculteurs ont tendance à en développer plus si le prix des céréales baisse, parce qu'ils se disent ça fait plus de chiffre d'affaires hectare, je vais essayer de complémenter mon revenu avec ça. Et donc du coup ça déstabilise les marchés parce que c'est les petits marchés. Et ensuite j'en arrive aux productions animales. Alors il y a un raccourci qui consisterait à dire oui, les productions animales mangent des productions végétales, donc quand le prix du blé augmente, ça ruine les éleveurs parce que l'aliment coûte plus cher. Mais ça, c'est un raccourci qui est faux. Quand le prix du blé baisse, vous avez un éleveur de porc ou un éleveur de volaille qui va bénéficier de la baisse de cet aliment. Et puis, en gros, pour faire du cochon, de la dinde ou du poulet, il faut quoi? Il faut des céréales et du tourteau de soja. Le tourteau de soja, il est importé du continent américain, Brésil, Argentine ou États-Unis. Il est, on dirait, subventionné, parce qu'il a l'effet d'un produit subventionné, parce qu'il arrive sur le marché européen à un prix défiant toute concurrence bien inférieur au coût de production que nous, on aurait. Donc ce qui fait que l'éleveur de porc ou de volaille, il va avoir des tourteaux de soja, entre guillemets, qu'on va dire subventionnés, de prix de dumping, et puis des céréales qui, elles, bénéficient des aides PAC. Il y a 20-30% du prix d'une céréale, c'est une aide PAC qu'il y a dedans. C'est-à-dire que l'éleveur va bénéficier de la céréale à un prix inférieur au réel coût de production de la céréale. Et donc quand vous comparez ces productions hors sol de porc ou de volaille, vous vous rendez compte que par rapport à un éleveur de charolais, ce qu'on appelle de vaches allaitantes, l'éleveur de charolais, lui, va nourrir à l'herbe. Le coût de production de l'herbe, c'est son travail. Même s'il achète un petit peu de céréales pour donner en complément à ses bêtes, même s'il reçoit quelques aides, quelques DPU à travers la PAC, il reste beaucoup moins aidé que dans le système de viande blanche. Donc, quand le prix du blé descend, on va favoriser la consommation de viande blanche, pénaliser la consommation de viande rouge. Les éleveurs de vaches allaitantes depuis 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils réduisent leurs troupeaux, ou alors ils arrêtent, ils vendent. Et si les terres le permettent, ils vont faire ce qu'on appelle retourner leurs prairies, les transformer en culture, et pour y semer quoi? Du blé. Donc là, je viens de vous expliquer deux choses. C'est premièrement que quand le prix du blé baisse, ça
entraîne à la baisse le prix de toutes les autres productions agricoles et ça pénalise y compris les viandes. Et la deuxième chose, c'est que quand le prix du blé baisse, la production de blé finit par augmenter, ce qui est totalement absurde en économie. Dans l'industrie, le prix d'un bien industriel va baisser, les industriels vont réduire la production, le marché va se rétablir naturellement, la main invisible du marché. Nous, en agriculture, ça ne marche pas, parce qu'on a 3 facteurs de production, nous. Les autres secteurs, on n'en a que 2. On a le foncier, nous, en plus. Donc il faut qu'on occupe les terres, en gros. Et pour occuper les terres, la production la plus simple, c'est le blé. Et donc, on est dans un cercle vicieux de destruction. Donc ça veut dire que si on veut agir sur l'agriculture, ce que ne vont pas arriver à faire les États généraux d'alimentation, c'est, comme je dis, c'est un petit train avec toutes les productions qui sont attelées les unes derrière les autres. Les céréales sont la locomotive. Vous ne pouvez pas redresser toute l'agriculture si la locomotive ne fonctionne pas bien. Si le moteur de la locomotive est mort, le train n'avancera pas. Et après, je vous ai déjà dit beaucoup de choses là. Il y a ça. Et après, oui, on va revenir un petit peu à l'Europe, qui est quand même votre thème central. C'est aussi le vôtre. Hein. C'est aussi, ça devrait aussi être c'est le nôtre depuis 50 ans. Ouais. Et donc, nous, notre position sur l'Europe, c'est que si la France sortait de l'Europe ou si on étudie l'agriculture simplement sur un aspect franco-français, comme on est un grand pays agricole, on va se retrouver à peu près excédentaire en tout. Donc, ça veut dire que on va être obligé d'exporter sur le marché mondial et donc ça veut dire d'avoir des prix intérieurs qui vont correspondre à ceux du marché mondial. Et depuis 50 ans, si vous voulez, ce qu'on a espéré avec la création du marché commun, c'est que l'Europe étant déficitaire, on trouve un débouché, un prix rémunérateur pour nos productions sur le marché européen. Mais donc, on souffre de l'absence de préférences communautaires, démantèlement des frontières avec les accords de libre-échange et des importations qui arrivent détruire tous les marchés. Si on prend l'exemple des grandes cultures, on ne vend pas la grande distribution, on ne peut pas accuser la grande distribution de casser nos marchés. Ce sont les importations, c'est le maïs qui vient d'Ukraine. L'Union européenne importe d'Ukraine à peu près autant de maïs que la France n'en produit. Ça fait le bonheur des exportateurs parce qu'une tonne de maïs qui va rentrer dans l'Union européenne va permettre de réexporter une tonne de blé qu'on va aller vendre sur les pays de l'Afrique du Nord ou quelques pays d'Afrique à un prix très bas, déstabilisant l'agriculture de ces pays. On est vraiment dans une spirale infernale. Nous, on est, je dirais, les premiers Européens. Vous allez dire qu'on est peut-être encore utopique, mais on croit à l'Europe parce qu'on se dit que c'est encore la seule solution de sauver l'agriculture française. Et on essaie à la coordination rurale, même des fois, moi je fais un petit peu la guerre au sein du syndicat. Je dis aux gars, parlez pas trop de marché franco-français, soyez européens et ayez quand même l'esprit large. Essayez d'avoir un raisonnement global européen qui nous permet d'avancer pas mal parce que les états généraux d'alimentation, ce qu'on dit aux ministres ou dans les différentes réunions, c'est vous n'irez pas loin avec ça parce que c'est un raisonnement franco-français alors que les règles qui gèrent l'agriculture française sont européennes. Pardon, si je peux poser une question. Non mais je vais m'arrêter là, allez-y maintenant. Tout le discours que vous nous avez fait, oui. De A jusqu'à Y, oui. montre à l'évidence que ça ne favorise pas la profession agricole française d'être dans l'UE. Lorsque vous êtes arrivé à Y et vous finissez par Z en disant mais nous sommes européens, nous pensons que l'Europe est la seule façon de sauver l'agriculture française. Alors, je ne vois pas comment le tout dernier paragraphe s'articule avec les règles du marché commun ou de la politique agricole normalement ont été définies par le traité de Rome et puis elles ont été répétées par le traité de Lisbonne. Les objectifs de la politique agricole commune sont excellents, on ne les critique pas. Par contre, la Commission européenne ne les suit absolument pas et on s'en éloigne de plus en plus des objectifs. Mais la France n'a pas, comme on dit, ses objectifs pour être une puissance agricole. Elle l'était avant. Oui, mais on l'était avant, mais avant
c'était dans les années 1950. Certes, et même Oui, on peut dans monter. les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait relancer la machine au niveau mondial, tout allait bien. Ça s'est généralement assez bien passé après 1945 jusqu'au début des années 60. Il y avait une demande sur le marché mondial, on n'avait guère besoin de se protéger. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des nouveaux pays qui se sont développés, la Nouvelle-Zélande dans le lait, l'Argentine dans la viande, dans les céréales, le Brésil dans le soja. Et depuis quelques années, c'est l'Ukraine et la Russie qui sont en train de devenir des géants agricoles, à tel point même que les Américains avaient un bureau de vente de blé au Caire. Ils ont fermé leur bureau au Caire. Ils ont compris qu'ils ne vendraient plus de blé sur le bassin méditerranéen. Je comprends bien tout ça, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous voyez un intérêt dans l'Europe par rapport à pas d'Europe. Mais pas d'Europe, on restera dans la misère dans laquelle on vit actuellement. Pas d'Europe? Enfin, s'il n'y a plus d'Europe, Oui. on vit actuellement on subit un manque d'Europe, je veux dire un manque de préférences communautaires et une mondialisation des prix et des échanges. Et c'est ça qui fait crever, je dirais, l'agriculture. Ah, en fait, vous voulez l'Europe parce que vous espérez qu'un jour il y aura une Comprenez une Europe forte, voilà. Mais Ah oui, non, n'arrivera non, jamais. Hein Ça n'arrivera jamais. C'est peut-être là qu'on est un peu utopiste, peut-être. mais c'est à cette Oui, mais Europe-là à que toi- En fait, vous êtes, c'est comme l'histoire du fou qui se tape avec un Oui, marteau c'est ça. dessus. Et pourquoi? Parce que quand je vais arrêter, ça va faire du bien, quoi. C'est à peu près ça. C'est ça, en fait. Oui, mais enfin bon, on a espoir parce qu'on espère que nos dirigeants se rendent compte des dégâts du libre-échange mondial et qu'on va à la catastrophe dans toutes les productions. Ah oui, Et donc que c'est le toutes les mythe, politiques- le mythe, le roi est gentil, mais il est mal conseillé. C'est un autre grand mythe. Ils sont en train de se développer. Il y a le CETA, on sait très bien, là il est déjà mis en place. Il y a l'accord avec le Mercosur, il aura lieu, ils ne vont pas revenir en arrière. De toute façon, c'est pas la France qui décide, c'est l'Union Européenne qui décide. Oui, oui. De la même manière que le TAFTA, qui avait été mis de côté avec les élections françaises et allemandes, et parce que Donald Trump avait un discours d'élection protectionnisme et il change son fusil d'épaule sur à peu près tout. Donc on peut même penser que même le TAFTA va revenir sur la table. Donc l'Europe va complètement à l'inverse, parce que vous espérez, et il va continuer à aller à l'inverse parce que ça s'inscrit dans les traités de faire ça. Oui. Malheureusement, oui, on est en train de nous saigner de plus en plus. C'est ça. Et ça va continuer par le biais de l'Europe, qui est le bras armé du libre-échange. Oui. Il y a quelque chose qui est un peu triste quand dans les conversations que nous avons, notamment avec les agriculteurs depuis ce matin, j'ai rencontré. Parce qu'on a l'impression quand même d'un grand abattement général, notamment chez les éleveurs, qui Oui, sont. oui. Voilà. C'est pas que les éleveurs, Il dans y a les pas grandes que- cultures oui, aussi il y a pas que- maintenant, oui, je tout. sais. C'est tout qui est... Hormis le Champagne et le Bordeaux. Voilà, il y a voilà, hormis puis peut-être les niches, là le fromage d'Ossouille Rati, donc il y a des appellations Oui. d'origine protégée, Oui. il y a des niches où là il y a de la valeur ajoutée qu'ils peuvent dégager. Et on a l'impression que sur le reste, c'est quand même... Enfin moi ça fait maintenant des années que je viens au salon de l'agriculture. bien un verre d'eau si vous avez. Vous aussi j'imagine. Et je sais pas, moi, il y a 30 ans au salon de l'agriculture, il y avait un hall qui était plein de bestiaux. Maintenant... Enfin, je veux dire, dans 5 ans, il n'y en aura plus qu'un, quoi. Ça sera, on tournera autour, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je vois des animations pour les enfants. Je vois des jouets made in Hong Kong ou China qui sont en forme de vache. Là aussi, c'est un peu pour reprendre votre expression du roi qui ne veut pas voir la réalité. Où, on est en train d'amuser les enfants en disant l'agriculture elle est gentille, elle est bien, c'est les bisounours. Voilà. Et le malheur de l'agriculture, vous ne le voyez pas sur le salon. Oui. Merci pour votre... À votre santé. Merci. En outre, notre vision des choses, c'est que d'abord, effectivement, j'ai réussi à être candidat à l'élection présidentielle. Je transmettrai mon meilleur souvenir à votre président, Oui. qui m'avait très gentiment reçu l'année dernière. Mais l'année dernière, à cette époque-là, on ne savait pas encore si j'aurais les parrainages, donc je les ai obtenus. On a réussi à obtenir près de 1% des suffrages, avec 332 000 voix, dans un contexte qui, sous d'autres cieux, vaudrait les foudres de l'Occident. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui a été créée en 1991, je crois, au moment de la détente, envoie régulièrement des observateurs extérieurs, vous savez, pour les élections. Il y a eu des élections présidentielles en Biélorussie l'année dernière, ou il y a 2 ans, et les États-Unis et l'Union européenne ont protesté parce que, rendez-vous compte, l'élection présidentielle à Minsk, il n'y avait pas eu le même temps de parole donné aux candidats.
Nous, maintenant, en France, vous avez un candidat à l'élection présidentielle que devant vous qui a eu droit, d'après les relevés CSA, à 1% du temps de parole, quand M. Macron a eu droit à 30%. Donc, que l'on ne vienne pas m'objecter, oui, mais vous comprenez, les Français ont choisi. Non, les Français n'ont pas choisi. Les Français sont des veaux qu'on mène à l'abattoir. Et avec une politique décidée par des milliardaires, une poignée de milliardaires qui tiennent les médias plus l'État, et qui en fait, obéit à des grands donneurs d'ordre. Or, ces grands donneurs d'ordre, en tout cas c'est l'analyse que nous faisons nous, c'est qu'ils ont condamné l'agriculture française. Il restera, comme vous dites, des niches, le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne, qui d'ailleurs n'appartiendra plus à des Français, mais à des fonds de pension américains ou chinois, puisque l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Et l'on voit des quantités d'hectares de terres qui sont achetées par des Chinois, par exemple. Moi, je ne cesse de le démonter, d'ailleurs. J'ai vu que Macron, là, que je connais, qu'on est du même corps de l'administration, l'inspection des finances, M. Macron vient de déclarer hier ou avant-hier qu'il allait prendre des verrous réglementaires pour empêcher l'achat de terres par les Chinois. C'est quoi les verrous réglementaires? C'est quoi? Ils pensent à quoi? Ils pensent aux SAFER, mais les SAFER, elles existent déjà. Et justement, elles ne le font pas. Bon, il y a l'article 63 qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Donc en fait, M. Macron, il vient là, c'est une marionnette, ce type n'a aucun pouvoir. Je pense qu'on est d'accord. Voilà, il vient ici. Il s'est fait d'ailleurs siffler. Il vient. Donc moi, j'ai créé un mouvement politique, ça va faire 11 ans. Après avoir été dans les allées du pouvoir, vous connaissez mon parcours. Après avoir été délégué à l'intelligence économique, moi j'étais un haut fonctionnaire émérite dont tout le monde vantait l'intelligence et les capacités de prévision jusqu'au jour où j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, c'est-à-dire que l'euro était en train de nous entraîner à la ruine collective, jusqu'au moment où il va exploser. D'ailleurs, et là vous avez un des meilleurs spécialistes qui pourra vous expliquer pourquoi Nous, on n'a jamais été favorable à l'euro. L'euro va exploser. On est favorable à l'Europe, mais on n'est pas nous, favorable à l'euro. on est dans la situation de la France de 1938, où lorsque De Gaulle tire les sonnettes en disant « Regardez Hitler, ce qui se passe et qu'il faut absolument se réarmer », il dit « Mes chers amis, nous avons la ligne Maginot ». Donc là, quand on dit « Regardez l'euro qui est en train d'exploser », il n'y a aucun débat en France sur la situation de la balance des paiements intra-zone euro entre les différents pays de l'Union. Vous allez me dire ce que vous pensez de mes observations. Moi, je suis dans le milieu agricole. C'est la capitale financière de l'Europe, où elle est? C'est la City à Londres. La City à Londres n'est pas dans la zone euro. Les Danois, qui sont très libre-échangistes, ne sont pas dans la zone euro. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est simplement, ça marche pas. C'est simplement le fait que la zone euro et l'Union européenne ne se recouvrent pas. Oui. D'ailleurs, maintenant, elles vont se recouvrir puisque l'Angleterre sort. Bah non, il y a encore le Il reste le Danemark, la Suède, puis tous les pays de l'Est. Et des confettis, mais essentiellement, ça va. Confetti. Pas de nous. 9 pays. Ça fait quand même 9 pays qui ne sont pas dans l'Union. Dans l'agriculture, depuis la création du marché commun, on a vu tous les problèmes monétaires qu'on avait, les dévaluations, les problèmes de montant compensatoire monétaire. Donc on savait très bien que l'euro ne pourrait, le fait de bloquer les parités ne pourrait pas fonctionner et que ça profiterait à l'Allemagne. Oui, puisque en fait, ça se résume, cette création de l'euro, à un blocage des parités en essence, c'est ça. Voilà, oui. Et à une monnaie qui est en fait sur les marchés internationaux, qui est une espèce de cote entre ce que coterait le Deutschmark, qui s'il sortait de l'euro gagnerait 20% ou 15 ou 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, et la drachme qui perdrait de 40 à 50%. Donc en fait, et cette monnaie, elle est surévaluée pour le franc, pour l'économie française, de l'ordre de 15 à 20% à peu près. Donc elle pénalise. Mais alors, ce qui est absolument tragique, c'est que comme c'est une moyenne, elle pénalise les pays du Sud, notamment en matière industrielle, mais en matière agricole. Et donc les pays du Sud de l'Europe ont une monnaie trop chère, donc ils dégagent des déficits commerciaux abyssaux. Et en revanche, elle favorise l'Allemagne, puisque l'Allemagne a une monnaie qui n'est pas assez chère par rapport à sa compétitivité. D'où l'Allemagne a dégagé, je crois, 262 milliards d'euros d'excédent commercial l'année dernière. Ce qui signifie que chaque année qui passe, l'Allemagne renforce notamment ses entreprises qui exportent à l'étranger, alors que chaque année qui passe, la France est en train de torpiller sa propre industrie. Y compris dans le domaine agricole. Et y compris dans le domaine agricole, parce que pour la première fois, la France est dépassée par l'Allemagne de maintenant en matière agricole. Enfin, c'est affolant parce que nous n'avons pas la monnaie qui nous convient et que les Allemands n'ont pas la leur, mais sauf qu'eux, elle est moins chère que ce qu'il faudrait et la nôtre est plus chère que ce qu'il faudrait. Les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas, juridiquement, d'un point de vue légal, on ne peut pas abandonner l'euro et rester dans l'Union européenne. Si on veut se débarrasser de l'euro, il est aussi nécessaire. Il n'y a pas d'article qui permette de sortir de l'euro. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulons sortir de l'euro. Il y a beaucoup d'autres raisons, notamment le fait que ces déficits commerciaux accumulés s'accumulent aussi vis-à-vis de l'Allemagne.
Oui. Et ici ajoute à ça, je parle sous votre contrôle, un transfert massif des pays du sud de l'Europe vers l'Allemagne, en termes financiers, de gens qui placent leur argent en Allemagne. Puisque, comme vous le savez, l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est en fait une monnaie... En fait, tous les pays ont gardé leur monnaie nationale. C'est le grand secret de l'euro, c'est que contrairement à ce que les gens croient, on aurait une monnaie unique s'il n'y avait plus de banque centrale nationale, s'il y avait une banque centrale européenne qui résumait tout. Or, nous avons gardé la Banque de France, il y a la Bundesbank, il y a la Banque de Grèce, la Banque d'Italie. Donc, lorsque vous avez 1 000 € de créances sur votre compte courant à Paris, ou vous êtes des Landes à Dax, eh bien ces 1 000 € sont 1 000 € de créances sur la Banque de France. C'est pas la même chose d'avoir 1 000 € de créances sur la Bundesbank. Ce qui n'est pas la même chose. Mais vous avez la faculté de transférer ces 1 000 €, ou ces 100 000 €, puisque je crois que vous êtes assez bien gardé. Les 100 000 €, je plaisante, vous mettez, enfin peut-être pas d'ailleurs, vous mettez les 100 000 €, vous les mettez à Berlin, à la Dresdner Bank de Berlin, ou à la Société Générale de Düsseldorf. Et donc ces 100 000 € vont devenir, apparemment c'est la même monnaie. Oui. Mais en fait, ce que vous avez maintenant, c'est une créance sur la Bundesbank. Mais en fait, ce que vous avez maintenant, après le changement, c'est une créance sur la Bundesbank. Oui, d'accord. Tout le monde, évidemment, se sent plus tenté d'être créancier de la Bundesbank. La Banque centrale de la Grèce, qui se comprend assez bien. Ça fait qu'il y a une espèce de mécanisme constant qui amène les euros de la Grèce vers l'Allemagne. Pour une raison très simple, c'est que lorsque l'euro explosera, et l'euro explosera comme toutes les monnaies plurinationales, d'ailleurs tout est bien parti pour que ça explose, lorsque l'euro explosera, eh bien nous aurons... Bonjour monsieur. Lorsque l'euro explosera, les personnes qui auront 100 000 € de créances sur la banque d'Allemagne, ça deviendra 100 000 marks. Si c'est au taux de 1%. Et le marque prendra 20%. Si c'est en France... On appelle le risque de redénomination. Oui. Ça s'appelle ainsi. Et comme tout le monde a le même en tête, les effets sont cumulatifs. Bon, ça c'est l'histoire de l'euro. Il n'y a pas que l'histoire de l'euro. Il y a aussi l'histoire des traités internationaux qui sont en train d'entraîner nos éleveurs et dans le mur. Le bœuf, comme vous disiez, le bœuf argentin est produit 4 fois moins cher en coût de revient. Le français, le canadien, le fois moins cher. Oui, ça on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est quand même bien l'Europe, ça. Nous, on ne veut pas de la ferme des 1000 vaches, tandis qu'on nous a projeté un petit film, c'était à notre congrès national, une ferme en Uruguay, il y avait, je sais plus, 5 ou 10 000 vaches. Tout était impeccable, propre, l'alimentation de grande qualité. On ne peut rien reprocher à la qualité du lait ou de la viande qui est produite là-bas. Le problème, c'est comment on résiste face à ces gens-là. Les surfaces d'exploitation qui sont énormes, qui sont au Canada, pas les États-Unis. Oui, et l'Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage, c'était dans l'enquête éco, je crois une émission sur la 2, il y a un mois, de gens de la Marne qui sont partis en Ukraine acheter 10 000 hectares. Ils ont une agriculture hyper moderne, personne ne les embête, il n'y a pas toutes les normes françaises ou européennes. Maintenant, sur leurs 10 000 hectares, ils font un bénéfice de 200 000 € par an, alors que la ferme dans la Marne commence à perdre de l'argent. Ouais. Le salaire ukrainien, en plus, est même inférieur au salaire chinois. Oui. Il n'y a pas d'impôt, mais ils ont retapé l'église du village, créé un terrain de basket. Donc ils ont fait des impôts volontaires, comme ça, ils se font bien voir par la population du village. Alors, entre guillemets. il y a un grand pays en Europe, un pays assez fantastique, avec des gens très sensés, qui s'appelle le Royaume-Uni. Et 52% des Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Pour nous, ça nous a donné, parce que quand j'ai créé ce mouvement politique pendant des années, bien que j'avais quand même le pédigré que je rappelais tout à l'heure, et que beaucoup de gens savaient que j'étais quand même quelqu'un qui était a priori sensé, on me considérait comme un dingue. Sauf qu'à partir du moment où les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, c'est ça d'ailleurs qui nous a permis d'avoir les 500 parrainages. Et quand même, on est allé voir des maires, on disait, ok, puisque les Britanniques, le débat est sur la table, et le débat il n'est pas seulement sur la table en France, et au Royaume-Uni, il est sur la table un peu partout, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne. Vous avez vu qu'en Allemagne, Mme Merkel n'a toujours pas son gouvernement, et que si les adhérents du SPD, et on saura ça le 4 mars, n'approuvent pas la grande coalition CDU-SPD, Mme Merkel, elle se retrouve, si j'ose dire, à poil, et donc, et elle va être obligée peut-être de faire des élections générales. Avec le mouvement Alternative für Deutschland qui propose de sortir de l'euro, qui, d'après les derniers sondages, fait mieux que le SPD.
n'avez pas vu? Non, Oui. je ne parle pas de la Grèce, je ne parle pas de l'Italie dont la situation Oui. est absolument calamiteuse vis-à-vis de l'euro. Donc, c'est pas que ça nous fascine, c'est que ça nous attriste. C'est de voir qu'en France, les vrais débats sont interdits. Là, pour venir ici, on a sollicité les médias. Vous avez remarqué d'ailleurs que depuis la présidentielle, je ne suis pas nulle part. Les lois sont piétinées, on a saisi le CSA 10 fois. Il y a des lois en France qui assurent notamment l'équité d'accès aux médias, etc. Exactement. Mais nous, en revanche, rien. Et là, on est passé devant France Inter. Ils étaient là, ils se tournaient les pouces, il n'y avait personne. On leur dit, bon voilà, M. Asselineau est là. Ah non, on est bloqué, on a tous les créneaux sont pris jusqu'à la fin de la semaine. Même réponse sur Europe 1, sur France Bleu. Même réponse partout. On a participé à des élections législatives partielles au territoire de Belfort. Notre candidat voit une équipe de BFM TV. Et donc il se pointe et la journaliste dit, vous êtes qui, vous lui plaît? Ah non, on a des instructions de Paris, non, on ne vous prend pas. Nous, on se retrouve de la même chose, parce que dans le syndicalisme agricole, vous avez la FNSEA, oui. syndicat fidèle, Voilà. Vous avez la Confédération paysanne, syndicat de gauche un peu écolo, donc eux ont tous les médias. Ouais. Nous, on est apolitique. Voilà. Bon, Et technique. On nous a collé une étiquette extrême droite au départ, on a voulu expliquer les propos qu'on n'a pas... Bienvenue à bord, bienvenue dans le club. On n'a pas de... on est totalement indépendant, on a marqué syndicat 100% agriculteurs, et on est second syndicat national. Oui, vous avez 22% Oui, ça. la Confédération paysanne doit avoir 18, je crois. Et regardez dans les médias combien de temps vous nous entendez par rapport à la conf ou même par rapport à José Bové. Ouais. José Bové qui est agriculteur comme je suis moine tibétain d'ailleurs, non? Oui, tout à fait, oui. Et une fois, à l'émission, le téléphone sonne sur France Inter, c'était, je crois, il y a 2-3 ans, suite à un petit problème de crise agricole. On invite Michel Dantin, de connaître, qui est vice-président de la Commission agricole du Parlement européen, José Bové, qui est aussi vice-président de la Commission agricole du Parlement européen, et puis Éric Andrieux, qui est de l'Aude, aussi vice-président de la Commission agricole du Parlement européen. Donc on avait 3 vice-présidents français. Ils étaient tous d'accord pour dire la même chose. Le pire, c'était Dantin, donc qui fait partie des Républicains. C'était plus de verdissement de la PAC, etc. Il n'y en a pas un qui nous a défendus. On a l'impression qu'une fois qu'ils sont élus, qu'ils sont à Strasbourg et à Bruxelles, ils sont tous copains ensemble et ils ne feront plus rien. C'est très bien en plus que l'orientation de Bruxelles actuelle est plutôt au démantèlement de la PAC qu'autre chose. C'est-à-dire que dans le cas notamment du Brexit, il y a une réduction de budget parce que les autres pays comme les pays nordiques ne veulent pas payer plus pour compenser le départ des Britanniques. Oui. Donc ils cherchent des économies. Et l'économie toute trouvée finalement, comme peu de personnes qui la défendent, et les dirigeants français ne défendent pas beaucoup la PAC, l'économie toute trouvée c'est la PAC. Oui, on va payer apparemment les frais de l'immigration avec la PAC. Mais c'est logique parce qu'avec ce que je vous ai expliqué des exportations de blé, on va déstabiliser l'agriculture des pays du nord de la Méditerranée, du Proche-Orient et quelques pays d'Afrique subsaharienne. Quand Trump, au début de l'année 2017, avait sorti la carte des pays dont il ne voulait pas les ressortissants, moi qui suis dans les céréales, j'ai vu la carte de nos destinations en céréales. Je me suis dit, c'est amusant, notre clientèle en céréales, c'est pas la clientèle des LVMH, c'est des pays pauvres, mais malheureusement, au lieu d'aller les bombarder de céréales à pas cher qui déstabilisent leur agriculture, on ferait mieux d'avoir une politique de coopération intelligente qui freinerait les flux migratoires. Il ferait mieux aussi d'arrêter de les bombarder tout court d'ailleurs. Oui. Si on n'avait pas bombardé la Libye, pardon. Il n'y aurait peut-être pas non plus tous les migrants. Et donc, la PAC, c'est vrai qu'elle devient, elle est autiste et elle devient complètement absurde parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un budget, une enveloppe qui se réduit. Il n'y a plus de programme et les seules actions, ou la seule orientation de cette enveloppe, c'est le verdissement pour répondre, on nous dit, à des attentes sociétales, pour que le citoyen consommateur soit d'accord avec ces 40% du budget européen qui sont destinés à l'agriculture. Et le verdissement, c'est rien d'autre que l'emmerdement des agriculteurs. Dans un cadre de libre-échange, où moi dans les Landes, on va me dire, enfin pas ma ferme, mais mes voisins, on va leur dire, vous ne faites pas 3 cultures
on vous oblige à faire 3 cultures, sinon on vous réduit vos aides. Alors que si on est en monoculture de maïs dans les Landes, c'est parce qu'il y a eu des erreurs de commises au début de la PAC avec le GATT Audillon Round de 1962 au GATT. En gros, l'Union européenne a fait des erreurs qui ont poussé à une monoculture. La CE à l'époque. Et aujourd'hui, on nous accuse d'être en monoculture. Donc c'est la double peine. Économiquement, on nous a empêché de développer par exemple la culture du soja. Et maintenant, on nous dit parce que vous n'en faites pas, on vous condamne. Et donc le verdissement, c'est ça. Et dans un cadre de libre-échange, on va par contre développer le tapis rouge aux importations de soja du continent américain, qui sont des OGM, traités au glyphosate. Et nous, on s'est amusé il y a 2 mois là, à faire, c'est quand Veilleret de Génération Future a sorti tout un tas d'analyses en disant il y a du glyphosate dans la moitié des aliments. Veilleret est un malin, il n'a pas choisi les aliments au hasard, et il n'a pas dit l'origine des aliments. Tout ce qui était légumes secs, comme les lentilles et les haricots, blanc ou rouge, ça venait du continent américain, où là-bas, les agriculteurs vont traiter au glyphosate 2 semaines avant la récolte pour détruire toutes les mauvaises herbes, et c'est beaucoup plus facile à récolter, à battre. Pareil pour les flocons d'avoine qui rentrent dans les céréales pour petit déjeuner. Le produit leader, c'est le Canada, et le Canada, comme l'été est court, traite au glyphosate l'avoine pour la battre plus facilement après. Et donc les cultures OGM Roundup sont traitées, le soja il est traité 3 fois en végétation au glyphosate, donc ce sont ces cultures-là qui sont pleines de glyphosate. Alors parce que les importations contiennent du glyphosate, on interdit aux paysans français d'utiliser le glyphosate, et bien sûr au nom du libre marché, on ne critique pas les importations. C'est qu'il y a des liens, on s'est imposé des normes pour imposer pas aux importations. Ouais. Et là, il y a des résidus de glyphosate dans ce soja OGM qui sont stupéfiants par rapport à nous, le non-OGM que l'on cultive. En fait, la différence, il a été génétiquement modifié pour digérer le Roundup, le glyphosate, alors que nous, un soja ou une mauvaise herbe, on passe du Roundup, elle meurt. Et là, ce soja-là, il le digère et il n'y a que les mauvaises herbes autour qui trépassent, et pas le soja. Et on en retrouve dans les graines. Il faut savoir que l'Europe, en 2013, a augmenté la limite maximum de résidus, la LMR, du soja OGM pour satisfaire à ces échanges mondiaux et faciliter le business qu'ils avaient organisé. Alors ils ont augmenté la LMR sur 2 produits parce qu'il n'y a pas que le glyphosate qui est contenu en quantité importante là-dedans. Il y a aussi un produit, un surfactant qui s'appelle l'AMPA, acide méthylophosphonique. C'est encore un peu plus long que ça, l'AMPA, mais il y en a dans toutes nos lessives. Ça a remplacé les phosphates dans les lessives, et il y en a dans tous les liquides de refroidissement de nos moteurs thermiques. Voitures, camions, moissonneuses, bateaux, je vais passer des meilleurs. Voilà. Donc c'est ces 2 produits dont la LMR a été augmentée. Et on en importe tous les jours, et je pense que comme on a un mal fou à tracer la filière OGM et non OGM, puisque dans les ports on trouve des tas des 2, et puis qu'il y en a le non OGM beaucoup plus cher que l'OGM, donc je pense que de temps en temps il y a des godets de bulldozers qui doivent facilement piocher dans le tas, et puis on peut retrouver ça en alimentation humaine sous forme de lécithine de soja ou autre, cet émulsifiant qui est mis dans bon nombre de plats préparés. Alors, comment est-ce que vous verriez une politique agricole française si la France était sortie de l'Union européenne? C'est ça qui m'intéresse. Nous, on a tout un programme qui avait été fait. Vous savez qu'on a notre responsable d'agriculture qui n'est pas là, mais qui viendra peut-être samedi prochain, qui est un agriculteur lui-même, qui a 37 ans, qui travaille dans les monts du Lyonnais. Il a des vergers. C'est une exploitation familiale qu'il a reprise, donc il sera peut-être là samedi. Mais nous, on a un projet qu'on avait déjà présenté il y a plusieurs années, qui était une politique agricole nationale qui permet... il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on sera sorti de l'Union européenne, on se couperait du reste du monde. Ça, c'est quand même en général ce qu'on nous dit. On dit comment la France est trop petite, vous voulez vous couper du monde. Mais pourquoi est-ce qu'on couperait déjà quand on raisonne préférence communautaire, on nous dit vous voulez isoler les... C'est le repli sur soi de l'Europe. Alors c'est quand même 500 millions de consommateurs. C'est quand même délirant. C'est-à-dire, il suffit
quand je fais des conférences à Belfort ou je sais pas, ou dans le Jura, etc., je dis, regardez, à 10 km. C'est des gens de chez nous. Ah, voilà. Donc, je suis désolé. Mais... En fait, vous êtes d'accord avec nous. Bon, en Suisse, la Suisse est à 20 km. La Suisse, c'est quoi? C'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne et qui exporte, qui importe, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, il y a quelque chose qui est... Bonjour monsieur. Il y a quelque chose, je vais prendre un petit peu de... qui protège son agriculture et qui fait du protectionnisme, sauf je parle sous votre contrôle en matière agricole, éventuellement pendant un mois ou deux, le temps de... Les grands respects, monsieur Asselineau. Ah, bonjour monsieur, c'est gentil. Merci. Ah, parce que vous nous offrez des heures d'écoute, des heures de patience. Et vous, pareil, Bonjour, vous, monsieur. C'est mon fils, avec l'euro, non mais c'est du bonheur à vous entendre. très bien. On est ignorants dans nos campagnes, ignorants. Le seul problème, Mais c'est vous avez du bon qu'on n'a sens. pas beaucoup d'internet. Et ça, Ouais. et vous savez, pour passer 3 heures avec vous, il faut qu'on passe 6 heures à l'ordinateur. Non, mais vous vous rendez pas compte de ça. Mais non, on est nourri par les corbeaux en campagne. Vous avez... Allez, D'ailleurs, je tiens, vous dans laisse notre programme, il y avait l'idée de la 4G aussi en France, dans tout le monde Est-ce que rural. c'est pas la 5G maintenant qu'il faut? J'en sais La rien. 5G, j'en sais rien. Alors, bon courage à vous. Merci monsieur. Oui. Faut des primes, on veut vivre de notre métier avec des productions rémunérées. Pour nous, quand on observe la politique agricole suisse, elle est en train de faire beaucoup de bêtises. La politique les Suisses sont en train de faire beaucoup de bêtises Oui. au niveau agricole. Ils sont en train, ils donnent des aides à leurs producteurs. Alors ils ont à la fois des prix élevés et des aides, mais on savait que c'était un piège. Et maintenant ils vont baisser les prix parce qu'ils en ont marre de voir tous les frontaliers venir faire leurs courses en France. Et de ramener la nourriture Mais de dans toute la façon, Confédération. le problème de la Suisse, c'est un pays de 8,2 millions d'habitants Oui, qui est entouré par tous les pays de l'Union européenne, Tout à fait. voilà, avec d'ailleurs la même monnaie. Donc c'est déjà admirable qu'un pays de 8,2 millions d'habitants ait conservé sa monnaie, qui soit dit en passant, est une monnaie très sûre, oui. ils essaient d'empêcher qu'elle monte par rapport à l'euro. D'ailleurs, si l'euro explose, ça sera sans doute une des monnaies qui servira de monnaie refuge. C'est un pays qui, c'est un pays qui, d'après le programme des Nations Unies pour le développement, le calcul de l'indice pour le développement humain, c'est quelque chose que moi je sors souvent. Le PNUD, qui à l'intérieur des Nations Unies, vous avez un truc qui s'appelle le programme des Nations Unies pour le développement et qui calcule chaque année un indice composite avec l'espérance de vie à la naissance, le PIB par habitant, on peut arrêter le pouvoir d'achat, enfin 3-4 éléments comme ça, et qui en tire un calcul en disant voilà quels sont les pays les plus développés du monde. En 1, depuis plusieurs années, la Norvège. En 2, l'Australie. En 3, la Suisse. Oui. Etc. Alors vous avez 6 ou 7, vous avez l'Allemagne. Vous avez, dans les 5-6, vous avez l'Islande. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très curieux. Les 3 pays d'Europe occidentale qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne sont justement la Norvège, la Suisse et l'Islande qui sont au sommet du développement humain. Oui. Alors à chaque fois on me dit mais non ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des pays La qui ont des Suisse- conditions géographiques faciles. Voilà, mais alors, oui, mais attends, mais il y a toujours les. À chaque fois, c'est oui, mais c'est pas comparable. Ce n'est jamais comparable. C'est quand même con pour les tenants de l'idée selon laquelle ne pas être dans l'Union européenne, ça serait l'apocalypse, de prouver que les 3 qui n'y sont pas sont justement ceux qui les plus bleus. Après ça, Je pense qu'ils ont les avantages et ils n'ont pas les inconvénients. C'est possible. Parce qu'avec le libre-échange, ils arrivent à vendre à l'Union européenne et puis quand ils veulent fermer leurs frontières, c'est possible. Ils le font. Mais- aussi pour vendre et aussi. De toute façon, la France sortant de l'Union De européenne. toute façon, quand on voit le Brexit, vous inquiétez pas, on aura de bonnes bouteilles de whisky à boire et les Anglais continueront à boire Écoutez, de Bordeaux. Madame, regardez, Macron avait dit si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, on prendra des sanctions, on isolera le Royaume-Uni. Il est allé, il y a quoi, c'était la semaine dernière, ou il y a 10 jours, il a signé un traité avec Madame May, traité de Sanders, vous avez vu, au sujet de l'affaire de Calais, où le Royaume-Uni a donné 50 millions de livres pour améliorer les conditions du truc à Sangatte, là, vous savez, le centre de transit épouvantable. Bon. Il a signé un accord, alors déjà, il a tiré la conséquence qu'on soit dans l'Union ou pas dans l'Union, la France est à côté du Royaume-Uni. Voilà. Et nous, quand on sera sorti de l'Union européenne, on sera toujours à côté de l'Allemagne et de l'Italie, ça ne me fait pas un doute. Donc on sera bien obligé d'avoir des relations avec ces pays, c'est évident. Premièrement. Deuxièmement, vous avez peut-être vu que Macron a été interrogé par la BBC sur le Frexit. Non, je l'ai pas vu. Alors, incroyable. À la BBC, Macron a été interrogé par le journaliste qui dit mais alors s'il y avait un Frexit, un référendum sur le Frexit en France,
Et Macron a dit, de toute façon, s'il y avait un référendum sur le Brexit en France, très probablement les Français voteraient pour. Ah bon, il a dit ça. Ça n'a pas été vous volé dans nos... Ça, alors nous, on l'a relayé, vous allez sur, allez sur notre site, Ouais. ça a été l'omerta en France. Parce que dès que M. Macron fait des conneries, et il en fait, grand Dieu sait s'il en fait, en matière internationale, quand il a traité, vous savez, les immigrés là, des Comores, quand il a dit qu'on les trouvait, on les pêchait à la ligne dans le canal de Mozambique, ça avait fait un scandale. Ouais. Quand après ça, il a traité, là aussi ça a été un peu relayé, là, quand il a traité le président du Burkina Faso, vous savez, comme un domestique, en disant il est allé réparer la climatisation. Bon, il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Ouest, après ça il est allé au Ghana, il s'est fait traiter, il s'est fait maltraiter. Bah, dans son discours de vœux aux paysans qu'il a fait depuis le Puy-de-Dôme, il a dit que les agriculteurs qui avaient disparu, enfin depuis 20 ans la moitié des agriculteurs ont disparu, c'est qu'ils avaient déjà les genoux à terre. C'est pas très respectueux Mais quand non, il y a 400 personnes qui se suicident dans notre... C'est un vrai scandale. Oui. C'est un scandale. Oui, donc il a Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Plus que pas très respectueux, c'est un manque total d'humanité. Oui. Ouais. D'humanité. Oui. Oui. Non, je suis d'accord. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, d'abord, il n'y a plus d'Union européenne. La France, c'est un truc nodal. C'est-à-dire que si la France sort de l'Union européenne, on représente déjà 18% du budget. Oui. Alors, déjà, effectivement, comme on le disait, le Royaume-Uni sortant de la PAC, de l'Union européenne, on a eu les médias français ont dit oui, ça va coûter au Royaume-Uni, ils vont être sanctionnés, ils vont devoir payer 60 milliards. Vous avez entendu ça? Vous savez ce que c'est que cette somme? En fait, c'est un vrai scandale, ça aussi. C'est les engagements qui avaient été pris par David Cameron de verser chaque année, sur l'affaire 2016-2020, sur les 5 ans budgétaires, de verser, je ne sais plus combien, mettons 17 ou 18 milliards d'euros chaque année, Oui. moins... c'est leur non, c'est pas la contribution nette. C'est la contribution pure, oui. La contribution, et puis après, il y a les rétrocessions. Donc vous savez que le Royaume-Uni, comme la France, est désormais, enfin depuis très longtemps en fait, contributeur net, même avec le chèque Thatcher. Oui. Donc il donne 17 milliards d'euros ou 18 milliards d'euros. Et à partir du moment, il y avait un engagement, à partir du moment où les Britanniques disent on va sortir, la Commission dit attendez, vous avez pris un engagement sur 5 ans, donc vous devez, même si vous sortez, vous devez nous donner tout ce que vous aviez promis sur 5 ans. Ce qui faisait en valeur actualisée, ou même pas actualisée, ça faisait 50 milliards d'euros. Oui. Voilà. Premièrement, on n'a pas dit aux Français que c'est de l'argent qui devait être donné. D'accord. C'est pas une sanction, c'est de l'argent qui de toute façon devait être donné. Deuxièmement, on n'a pas dit aussi qu'il y aurait... Non, il va y avoir les retours. Parce que même s'ils ne retournent pas, ils y retournent. On n'a pas payé des retours. On n'a pas parlé des retours dans les médias. Mais en fait, le débat, c'est un peu comme si... voilà, vous allez... vous faites un... Vous essayez d'aller passer le mois de mars sur la Côte d'Azur, vous réservez une chambre d'hôtel pendant un mois, et puis au bout d'une semaine, il pleut, l'hôtel ne vous plaît pas, vous dites je m'en vais. Oui. Et à ce moment-là, l'hôtelier dit j'ai fait une réservation vous avez fait une réservation pour un mois, vous me donnez les 3 semaines suivantes. Oui. Donc le débat il est là en fait des Britanniques. Entre ceux qui disent allez vous faire cuire un œuf, nous on s'en va, on ne paye plus, et les autres qui disent non, de toute façon il faut être gentil, on va payer jusqu'au bout. Mais on ne dit pas aux Français qu'est-ce qui se passe si c'est la Pologne qui sort. Parce que la Pologne, elle touche chaque année, en contribution nette, en bénéfice net, elle va toucher 12 milliards d'euros. Donc si c'était la Pologne qui avait décidé de sortir de l'Union, on aurait dit que ça allait coûter 50 milliards à l'Union européenne. Ça, on n'en a pas parlé de ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'à partir du moment où les Britanniques ne vont plus payer, qui est-ce qui paye? Ce sont les restants. C'est les autres, ouais, c'est sûr. Alors, d'une part, on va baisser le budget, c'est la PAC qui est prévue de baisser de 10% à partir de 2020, Oui. le budget de la PAC. Vous allez en prendre, une nouvelle fois. De toute façon, on s'en doutait, ça fait 25 ans qu'on sait très bien qu'un budget comme ça... Voilà, donc la PAC va être encore diminuée. Deuxièmement, nous, les Français, on va être obligés de se substituer à hauteur de 16 ou 18% du manque à gagner du fait que les Britanniques ne sont plus là pour casquer. Oui. Donc ça va nous coûter, ce petit jeu va nous coûter sans doute encore 2 milliards d'euros supplémentaires. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'à partir du moment où la France sera sortie... Bonjour monsieur Assis. Bonjour monsieur, Vous allez bien? ça va bien. Très bien. Bon, à partir du moment où la France sera sortie de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Il n'y a plus d'Union européenne. oui. L'Union européenne se délite. Mais Bah. La France était quand même un des 3 piliers au départ de l'Europe de 6. Ça, c'est la France Oui, sort, on peut même dire un des deux avec l'Allemagne. Bon, il y avait l'Italie aussi, mais bien sûr. Et en plus de ça, ce qui est très important à comprendre, c'est que vraiment l'édifice se nécrose de partout. Vous voyez bien ce qui se passe, j'en parlais tout à l'heure, en Allemagne, aux Pays-Bas, en République, la Pologne. La Pologne, vous avez vu qu'il y a l'article 7 qui devrait être... La Commission a voulu mettre en œuvre l'article 7, c'est-à-dire priver un pays de tous ses droits de vote
Parce qu'il y a une réforme juridique institutionnelle en Pologne qui ne plaît pas à la Commission européenne. Bon, la Hongrie, alors le système est complètement autobloquant parce que la Hongrie a dit non, moi je ne voterai pas, il faut l'unanimité des autres contre un. Donc la Pologne de toute façon ne pourrait pas voter sur son propre sang, mais la Hongrie a dit de toute façon je protégerai la Pologne. Le truc est en train de partir en culot. C'est-à-dire que les gens qui me disent qu'est-ce que vous ferez, il y a des gens qui me disent vous vous rendez compte si on sort de l'Europe. Moi je dis toujours est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? On verra ce qui se passera quand on sortira de l'Union européenne. Mais l'exemple historique que nous avons, c'est que pour l'instant, les choses se passent bien, même au Royaume-Uni. En France, quand vous lisez les médias, on a l'impression que c'est l'épouvantail. C'est pas vrai. La date a été fixée, c'est le 29 mars 2018, c'est-à-dire 19, pardon, c'est-à-dire dans 398 jours. C'est comment dirais-je, ça va être 2 mois avant les élections, ou 1 mois et demi avant les élections européennes que nous aurons. Mais pour l'instant, ça se passe. Bon, il y a des conflits entre les hard Brexiters ou les soft Brexiters. Mais Mme May, elle se répand dans le monde entier et elle signe des accords de libre-échange avec tout le monde. Le Royaume-Uni n'est pas du tout isolé. Macron est allé en Chine. Il a fait un discours à la Macron, c'est-à-dire délire grandiloquent, comme à la Sorbonne autrefois, où il a dit voilà, l'Europe est de retour. Europe is back. Il parle en anglais devant les Chinois. Bon. L'Europe est de retour. Les Chinois, ils sont pas cons. C'est quoi? Ils parlent pour qui? Ils savent très bien la situation. Les diplomaties du monde entier, les grands pays du monde savent très bien qu'est-ce qu'on fait. Une semaine après, ils reçoivent Mme Theresa May, les Chinois, qui a été reçue dans des conditions au moins aussi prestigieuses que Macron, oui. Sauf que les Chinois ont dit « nous sommes heureux ». C'est le retour des jours heureux des non, c'est pas de l'Empire britannique, mais c'est le retour à l'âge d'or, parce que nous sommes heureux d'avoir un pays souverain et indépendant. Et la mère May, elle se balade à travers le monde entier. Elle fait des accords de libre-échange, l'Arabie Saoudite, le Canada, l'Australie, elle met sous tension tous les pays du Commonwealth. Nous, si on sort de l'Union européenne, on pourra reprendre notre bâton de pèlerin et avoir des accords de libre-écêchange avec tous les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, oui. Où on peut exporter nos céréales. C'est quand même un des grands... le problème, c'est qu'on est compétitif rien dans l'agriculture en France aujourd'hui. On est plus compétitif en céréales. Mais à cause du coût de l'euro. Non, c'est pas... si on a une monnaie qui est 20% moins chère déjà. Bon, on supprime l'euro, on regagne 20% de compétitivité. Mais c'est pas assez. Il faudrait gagner au moins 50% de compétitivité par rapport à des pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande pour le lait. On est vraiment largué en termes de compétitivité. Mais c'est dû à quoi ça par rapport à la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande, un pays de l'OCDE, c'est dû à plein de choses. Déjà, les structures de production sont différentes. Ici, on est dans des petites fermes. Ouais. Elles ont tendance à... Oui, mais pas beaucoup. Et puis, je ne sais pas si vous irez discuter avec les gens de la Confédération paysanne, mais eux, ils ont des pétitions contre la ferme des 1000 vaches. Nous, on n'y est pas favorable parce qu'on dit oui, la politique agricole doit faire en sorte que les agriculteurs vivent sur des structures correctes et qu'on n'ait pas besoin de partir vers le gigantisme. C'est pareil, nos concitoyens ne veulent pas de fermes de 1000 hectares, comme ils ne veulent pas des OGM, ils ne veulent pas du glyphosate, etc. On veut une agriculture de bisounours chez nous. Même si on peut effectivement moderniser un peu, mais bon, on a déjà une agriculture au point de vue technique qui est quand même moderne, mais on perd en compétitivité. Pour moi, le jeu de la compétitivité est définitivement perdu. Donc ça veut dire que comme la France produit plus qu'elle ne consomme, pour arriver en étant tout seul, étant donné qu'on n'arrivera plus à exporter les céréales sur les pays africains, ils préféreront bien travailler avec l'Argentine ou avec l'Ukraine qui leur livreront des céréales 2 fois moins chères que les nôtres à terme. Donc il y a une solution, mais qui n'est pas celle qu'on voudrait, c'est la décroissance. C'est-à-dire, on fait de l'agriculture bio partout, on divise les rendements par 2. Mais alors là, ça veut dire en termes de compétitivité, on redivise par 2 encore notre compétitivité. Parce qu'au lieu de produire 95 € en blé, on va en produire 40. Donc le coût de production va doubler, même plus que doubler, parce que les techniques de production vont être plus chères qu'en agriculture conventionnelle. Donc là, ça veut dire qu'on se largue complètement de tout le reste.
c'est pour ça que c'est très difficile de trouver une solution, ou alors c'est faire de la jachère, c'est se dire on a 30 millions d'hectares de terre en France, il faut en mettre 7-8 en jachère, ce qui serait quand même un peu un comble d'abandonner ces parties et de vivre que sur le reste. Et on ne peut pas imaginer des accords de libre-échange, des accords de commerce avec des pays comme les pays d'Afrique, subsaharienne ou autres, et en échange de je ne sais pas quoi, donc on leur achète de l'industrialisation. C'est ce que disent un peu les gens de la FNSEA et de la GPB, Association des producteurs de blé. Ils ont tendance à dire oui, nos anciennes colonies, etc., on a gardé des bonnes relations avec elles, on va essayer de leur vendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie est le premier acheteur de blé français. Oui, de blé français. Mais il y a quelques années, on visait l'Égypte. Là, depuis 2 ans, on vient de se ramasser des claques sur l'Égypte. C'est la Russie qui a piqué tous les marchés. On a l'impression qu'ils fricotent entre eux, que ça se passe très bien. Oui, voilà. Alors ça, on touche du bien encore autre chose là, c'est qu'il y a par ailleurs des affinités politiques ou géopolitiques. Voilà, unitaires. Et comme la France est mise maintenant sous la tutelle américaine, les pays du monde arabe n'ont aucune raison de nous faire plaisir particulièrement. Ce ne serait possible que d'aller voir, par exemple, le Sénégal, un ancien allié, et de leur dire, écoutez, vous nous achetez du blé à 300 € la tonne vendu, même si les Ukrainiens vous en apportent à 100 € la tonne. Le pire, ça serait logique, si vous voulez développer leur agriculture, ça serait logique. Ils préféreraient avoir à leur porte du blé à 300 € la tonne, qui permettrait aux producteurs de mil de chez eux de développer des cultures vivrières locales. Parce que quand on envoie du blé à 100 € la tonne sur le Sénégal, on fait crever les paysans. C'est pour ça que c'est quand même d'une complexité notre sujet. Écoutez. Vous pouvez revenir sur la raison pour laquelle la compétitivité a été perdue jusqu'à 50%. Enfin bon, on met l'euro à part. Oui. Taux de change mis à part. Quelle est l'autre raison déjà, des taxes sur les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les taxes sur les produits phytosanitaires, ils sont taxés à 100% à peu près, les produits phytosanitaires. Donc ça va représenter une centaine, 50 €, 70 € de taxes par hectare facilement. Tout un tas de ce qui se passe avec l'Argentine ou l'Ukraine, ils n'ont pas ces taxes. Voilà, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas d'autres contraintes environnementales, ils ont des exploitations plus grandes. Oui. Pourquoi nous on les a et ils ont des salaires et des charges sociales beaucoup plus faibles que nous. Ça je comprends. Oui. Mais par rapport aux histoires de réglementation et de taxes phytosanitaires, pourquoi nous on les a et eux ne les ont pas? Parce que nous on a Nicolas Hulot et eux l'ont pas. Et est-ce que Nicolas Hulot a fait ça? C'est Dominique Bonnet. Ça a commencé par Dominique Bonnet. Donc il y a lieu de penser que ça vient de l'Union européenne, parce que c'est fait par Dominique. Oui, bien précisément. Comme vous n'ignorez pas, ce que nous proposons, c'est que la France sorte de l'Union européenne. Et puis prendre les agences de l'eau en main, et donc par conséquent, c'est un million leurs élèves. Quand vous avez Emmanuel Macron sur le glyphosate inapplicable sur le terrain. Quand vous avez Emmanuel Macron qui dit sur les glyphosates, nous on sort dans 3 ans, et que l'Union européenne, elle dit non, c'est pas 3 ans, c'est 3 ans, et puis c'est pas sortir, c'est dans 5 ans. Enfin, dans 5 ans, on rediscute au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on est plus bête que l'Union européenne, là. Non, mais parce que... interdire les importations. Je suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est plus bête que l'Union européenne. Ça veut dire qu'on est gouverné par l'Union européenne. On a vu, moi c'est ce que j'ai dit à tous les ministres depuis Hervé Guémard, le ministre de l'Agriculture, je leur ai dit, allez taper du poing sur la table à Bruxelles, faites-vous entendre, la France on est le premier pays agricole, vous trouverez des alliés quand même. Mais c'est pas taper du poing sur la table à Bruxelles, c'est s'affranchir de Bruxelles. Vous êtes député. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que ça c'est une... Alors moi je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai tapé justement du poing sur la table. Oui. Quand j'étais en cabinet ministériel chez Hervé de Charette, c'était au cabinet Juppé 2, un jour il y a Jean-François Cirelli qui était conseiller des questions économiques de Chirac à l'Élysée. Il convoque une réunion, un soir là, en fin de journée, une réunion pour préparer le voyage de Chirac à Bruxelles. C'était en 1996, donc c'était il y a 22 ans. Oui. Il y a 22 ans. Et c'était Chirac, vous allez voir. Et il y avait donc le conseiller du ministre des Finances, le conseiller du ministre de la Défense, le conseiller du ministre de l'Intérieur, le conseiller du ministre des Affaires étrangères. C'était 4 conseillers des 4 ministères de souveraineté. Oui. Il y avait peut-être aussi le conseiller du ministère de l'Agriculture. Moi, je représentais, à l'époque, j'étais chez Charette, donc j'étais aux Affaires étrangères.
Et il y avait le conseiller économique de Jacques Chirac, à l'Élysée. Donc on était 5 ou 6, je ne me rappelle plus, il y avait peut-être aussi le conseiller ministre économique. Et on fait un tour de table et on parle de ce que veut dire le président de la République. Il y avait quelques points de litigieux. Et il y a un moment, je ne me rappelle plus malheureusement sur quel sujet c'était, mais il y a un point, un moment, Jean-François Sirel, il dit oh oui, bon ben on va laisser tomber, on va céder. Parce qu'il y a à Bruxelles, enfin dans les cercles bruxellois, vous l'avez peut-être déjà entendu parler de cette expression qu'on appelle la pression des pairs. C'est-à-dire que lorsque vous avez des chefs d'État et de gouvernement, parce que la Commission européenne elle dit toujours mais non, nous on n'est rien du tout, nous on ne fait qu'appliquer la décision du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Sauf que chefs d'État et de gouvernement ils se réunissent, à l'époque c'était à 15, maintenant ils sont à 28, bientôt 27. Vous avez 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont là. Ils ont tous les oreilles complètement parce qu'ils ont tous des écouteurs parce que personne ne se comprend, c'est la tour de Babel. Et il y a un ordre du jour qui est comme ça. Donc, d'abord, en général, ça fait chier tous les chefs d'État et de gouvernement, c'est des sujets très techniques. Et, en gros, il y en a un ou deux qui émergent du lot. Et il y a un ou deux sujets qu'un chef d'État va pouvoir éventuellement soulever. Mais vous ne pouvez pas tout le temps, à tous les moments, dire non, je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. Sinon, vous bloquez le système. C'est ça qu'ils appellent la pression des pairs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pression intimidante. Sur les chefs. On laisse couler parce que sinon le truc, et puis vous allez vous faire remarquer du doigt. On ne sera pas au dîner de gala à 20h. Exactement. Regardez Margaret Thatcher, par exemple, elle avait tapé avec son sac à main du poing sur la table pendant des mois pour obtenir le fameux chèque Thatcher. Elle a ruiné sa réputation au niveau planétaire. On a parlé d'elle, la dame de fer, parce que justement, elle faisait chier tout le monde parce qu'elle se battait sur son truc. Et qui est-ce qu'elle a les couilles de Madame Thatcher aujourd'hui? Il n'y a pas grand monde. Bon. Donc, je reviens à mon histoire. Donc là, il s'était un abandon. Et là, je me rappelle, comme j'ai pas la langue dans ma poche, je suis comme vous, moi j'ai des grands-parents paysans, comme tous les Français. Donc moi, ça m'énerve. Et je tape du poing sur la table, comme ça. Et je dis, Jean-François, c'est pas possible. Tu ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter. C'est encore un abandon d'un sujet important. On ne peut pas accepter ça, il faut que l'Élysée mette tout son poids dans la balance sur cette affaire. Quand j'ai dit ça, pour que vous compreniez l'atmosphère, dans cette atmosphère très feutrée de hauts fonctionnaires, je me suis fait regarder comme si j'avais mis les pieds sur la table. C'était vraiment... Et le conseiller économique, les politiques économiques de Chirac, Jean-François Sirelli, ça devait être automne 96, je vous jure, sur la tête de mes enfants, vous savez ce qu'il fait? Il lève les bras au ciel, il dit « Oh, tu sais, François, le poids de l'Élysée. » Et c'était avec Chirac. Ils ont engrammé l'idée qu'ils ne pèsent rien. D'ailleurs, ils sont 1 sur 27. Et lorsque vous avez Macron qui va en Bulgarie, qui tape sur la Pologne, et que la première ministre polonaise, comment elle s'appelait, là, elle a d'ailleurs dégagé... Là, bon, voilà. Et la première ministre polonaise qui a volé dans les plumes en disant mais ça suffit comme ça, la France, c'est pas la France et l'Allemagne qui dirigent l'Europe, on est 28 pays et la Pologne a tout autant que la France son mot à dire, mais il s'est écrasé. Et la directive des travailleurs détachés, vous avez vu ce qu'il a, on allait voir ce qu'on allait voir, on a vu rien. Plus 46% de travailleurs détachés l'année dernière. 516 000 travailleurs détachés officiellement. 516 000. On était en 2008 à 90 000. C'est exponentiel. Et madame, vous avez vu la ministre du Travail, madame Pénicaud, qui est une milliardaire par ailleurs. Madame Pénicaud, qui dit sur la directive du travail détaché qu'elle va partir en guerre contre les illégaux, ce qui est une toute petite partie, enfin une partie du problème, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent des travailleurs détachés, mais qui, vous savez, normalement il y a une limitation de la durée du contrat de 2 ans, etc., qui est renouvelable, bon, mais qui ne l'ont pas fait. Et donc et qu'est-ce qu'elle propose comme sanction? Elle propose la stratégie anglaise, enfin américaine, name and shame. C'est-à-dire qu'elle demande aux anciens directeurs du travail, ils vont pointer l'entreprise Tartampion et Fils en disant, ils vont dire publiquement, l'État remarque que cette société utilise des travailleurs détachés de façon illégale. Mais il n'y a plus qu'à fermer l'État si c'est ça. C'est-à-dire c'est comme si on disait, alors regardez le monsieur là-bas, il a piqué le sac à main de la dame. Mais c'est pas bien, hein. Voilà ce que ferait le boulot de la police. Oui. Moi je m'étais rendu compte, c'était il y a 15 ans, c'était quand Hervé Gaimard était ministre de l'Agriculture, j'étais vice-président de la coordination à l'époque, c'était François Lucas le président, on devait y aller tous les deux, panne de TGV, il se retrouve coincé, je me retrouve tout seul face à Hervé Gaimard pendant 1 heure.
Alors, bon, c'était il y a 15 ans, moi Ouais. j'étais plus jeune, Hervé Gamard était jeune Lui aussi, aussi, il a un oui. an plus que moi. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il nous avait consulté tous les syndicats agricoles, il nous prenait un par un pendant 1 heure, parce qu'il avait une réunion importante sur l'évolution de la PAC à Bruxelles, mais il était sec le pauvre. Il n'avait aucune idée, rien, et c'est Rien. pour ça à la limite qu'il Et venait non nous seulement ils voir. n'ont pas d'idée, mais ils n'ont pas la volonté de défendre les intérêts des Français. Oui. Tous ces gens, je les connais bien, j'ai vu de droite comme de gauche. La seule chose qui compte, et Hervé Gamard, il était guémariste. Ce qui se conteste, c'était sa carrière. Tous. Oui. La seule chose, il pourrait écraser tout le monde. Regardez, le TGV, on est parti aux Allemands. Alstom a été détruit. Enfin, moi, quand j'étais aux affaires il y a 20 ans, moi je m'occupais de commerce extérieur, on parlait d'Alstom, c'était les gloires nationales. J'ai accompagné Chirac en Chine, justement, au moment de la vente du TGV. C'était le sujet numéro 1, c'était le TGV. Ils sont capables de tout brader, si vous voulez. Donc c'est pour ça que la situation est grave. Et en plus de ça, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, parce que ça ne concerne pas directement l'agriculture, qui vous concerne en tant que citoyen, c'est la destruction de l'unité nationale qui se profile. Regardez ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne. Et nous, et là en Corse, vous avez vu qu'en Corse, la collectivité de Corse, vous avez Macron qui est allé là-bas pour voir Jean-Guy Talamone. Jean-Guy Talamone qui a toujours dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'UE » parce que toutes ces régions prétendent être indépendantes dans le cadre de l'UE. C'est la politique des euro-régions. En fait, c'est la destruction des États-nations. D'ailleurs, quand vous allez ici dans le salon, moi j'ai pas mis un drapeau français, jamais vu même le mot français, là il y a notaire de France, mais eux ils vont bientôt disparaître aussi. Il va y avoir des Roumains à la place. Mais il n'y a plus de drapeau français, et vous avez les régions, Nouvelle-Aquitaine, etc. C'est fou. Et là, on y va tout droit. On y va tout droit parce que maintenant c'est. Nouvelle-Aquitaine avec le lion de Richard Cœur de Lion. Voilà. Avec la non mais c'est vrai. Ouais. Et qui a été le seul candidat au moment de la présidentielle à appuyer là-dessus aussi. J'ai été reçu au moment où tous les candidats étaient reçus par les maires. C'était avec Barouin. Ça circule sur internet parce que moi j'ai dit aux maires qui étaient là, j'ai dit qu'ils verraient leur dotation globale. Il suffisait de prendre les grandes orientations des politiques économiques, hein, c'est ce que j'ai montré. Puis je te le lire, je dis voilà ce qui vous attend. Si vous allez avoir vos dotations globales de fonctionnement qui vont diminuer, progressivement vous allez être à court. Si vous élisez un président de la République qui reste dans l'Union européenne, c'est-à-dire tout le monde sauf moi. Alors les maires se sont mis à rire. J'ai eu cette parole, j'ai dit je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Maintenant ça fait le buzz sur internet, parce que maintenant il y a des maires, là il y en avait qui étaient assis par terre. Est-ce qu'on vous sert à boire, moi? Parce que je sais que vous buvez quand même. oui, ça m'arrive, oui. Donc, on a bu un très bon jus de pomme, on pourrait remettre ça peut-être, je ne sais pas. Qui était très, très bon. Non, l'unité nationale, c'est grave ici. Et qu'est-ce qui se cache derrière l'unité nationale? Il y a la promotion des langues régionales et minoritaires, ça c'est un truc lancé par les Allemands avec la charte. C'est comme ça que ça a commencé en Espagne. Hein. L'Espagne en 2000 a reconnu les chartes régionales et minoritaires à défendre. Alors une fois qu'ils ont signé et ratifié ça, après ça il a fallu qu'ils reconnaissent quelles étaient les langues à protéger, catalan, galicien, le basque, l'arabe, puisqu'il y a 2 enclaves espagnoles dans le nord du Maroc. Et puis à partir de là, à l'époque en 2000, ils ont dit non, ne vous inquiétez pas, ça ne menace pas l'unité nationale espagnole. Vous avez vu, hein, même maintenant en Catalogne. Oui, bah après il y a le Pays Basque qui a un copier-coller. Voilà. Mais la Catalogne c'est pire encore parce que maintenant on n'enseigne plus le galicien dans les écoles. Et oui, parce que le basque est très peu parlé finalement. Enfin, il est parlé, mais c'est à peine 50% de la population. En Catalogne, tout le monde parle le catalan et à l'école. On parle catalan, on parle pas. Alors la charte des langues régionales et minoritaires a été signée par Jospin sous Chirac pour la cohabitation. Sauf qu'à l'époque, il y a eu 60 députés et sénateurs côté RPR qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel alors entre-temps, il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni pour voir quelles étaient les langues à défendre en France, les langues régionales. Et vous savez combien ils ont découvert de langues régionales et minoritaires à défendre en France? Le corse, le breton, l'alsacien, même si on met le ch'ti dedans, on y va. On peut en trouver beaucoup. Hein. Et puis le patois berrichon. De mémoire, je ne me rappelle plus l'unité exacte, mais merci beaucoup. Je crois que c'est 74. Ah bon? Dont il est vrai une majorité en Outre-mer. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous savez, il y a un idiome par vallée ou à peu près. Bon. Mais rien qu'en France métropolitaine, je crois que c'était 24. Parce que vous avez le Brace,
le pourtour de la Bretagne. À l'intérieur, c'est le gallo. L'Occitan n'est pas le même d'un bout à l'autre. Voilà, vous aviez le haut-alsacien, le bas-alsacien, le Poitevin-Saint-Onget, le Morvandiau, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, il y a des députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel qui a jugé que cette charte était inconstitutionnelle en France parce que, article 1, la langue de la République est le français. Mais ce qu'a fait Sarkozy, réforme dans le dos des Français de la Constitution, il a mis les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, ce qui est la porte ouverte pour pouvoir ratifier cette charte. Alors il y a quand même encore un dernier verrou, c'est qu'il y a un certain nombre de députés et de sénateurs qui se disent mais le problème c'est que dans les 74 langues qui avaient été retenues, il y avait quand même aussi l'arabe. Parce que vous avez en Seine-Saint-Denis... oui, pourquoi pas, ouais. Bah oui, et oui. Donc, on entend beaucoup à Paris. Hein. Voilà. Et oui. Donc c'est le point de départ de la désintégration du pays. Donc c'est pour ça que même Hollande avait mis ça dans son programme. C'était la promesse 64, ou je ne sais pas quoi, la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires, ça n'a pas été fait. Mais à part ce point-là, regardez ce qui se passe en Bretagne là, en ce moment. Le président de la région de Bretagne, il veut faire comme la Corse, des expérimentations. C'est-à-dire, en fait, ils veulent revenir à la situation d'avant la Révolution française. On est en train de restituer, de revenir à... Ils veulent supprimer les départements qui ont été créés en 1790 pour assurer l'égalité entre les Français. Ils veulent retrouver un comte de Toulouse, un duc d'Aquitaine. Ils veulent retrouver cette espèce de France pré-révolutionnaire avec des féodaux et avec des poids et mesures, des langues des régionales, comme avant la Révolution. Donc en fait, c'est 230, 240 ans de patrimoine révolutionnaire qui sont et la République est en train de disparaître. Le pire, c'est que les Français ne le demandent absolument pas. Et que ça avance masqué, mais ça avance. Parce que la politique des eurorégions, le Puigdemont, le président de la région Catalogne, il a table ouverte à Bruxelles. Moi, je suis allé à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, vous avez la Commission européenne, officiellement, la Commission européenne désavoue les mouvements indépendantistes catalans, sauf qu'à 300 mètres, vous avez dans un immeuble, vous avez les bureaux de la Catalogne, ils ont pignon sur rue, il y a 20 mètres de linéaire sur rue avec le drapeau catalan et européen, je vais même l'avoir j'ai pris les photos, c'est incroyable. Alors ça, c'est pas exactement votre... Mais quand même, on a l'impression que c'est un pays, quel que soit le champ d'activité que vous regardez, c'est en train de s'effondrer. Là, il va falloir qu'on vous quitte, Monsieur le Président, parce qu'on a un rendez-vous avec vos collègues de Interfel pour les fruits et légumes. D'accord. C'est au pavillon 2. Je suis content de cet échange, parce que c'est vrai qu'on vous voyait, j'aimais votre charisme vu à la télévision. Quoi, et puis, mais ce qu'il faut vraiment, enfin, je crois que c'est ce que je trouve dramatique, c'est que on voit beaucoup de Français qui sont un peu désespérés, mais que les gens, ils ont baissé les bras un peu. Ils n'ont plus la... J'ai plus qu'une carte, moi, à qui je la donne. Moi, je vais vous faire une petite dédicace. En plus, elle est tout tendue, elle est dans le pantalon. Anesthésier les gens, hein. Exactement. Je vous fais une dédicace. Oh, bah c'est parti. Ça... Oui. Mais c'est comme les autres. CGT, CFDT, c'est la même chose. Ils demandent à leurs troupes de manifester avec des sifflets, des trucs comme ça. Et puis au même moment, ils sont payés par la Commission européenne. Les membres, les syndicats, je parle des syndicats de salariés, qui appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, la CES est financée par la Commission européenne. C'est-à-dire les dirigeants. Écoutez, une fois j'étais allé faire une conférence chez des communistes grande époque, haute époque, à Lens. Des gens qui en ont encore plein la bouche de... comment il s'appelle Non, Maurice Thorez. Jean Marchais, c'était déjà... non, c'était... Mais c'était touchant, parce que c'est des gens vraiment droits, plein de convictions, etc. Bon. Et il y avait un monsieur qui est venu me voir, on avait sympathisé, j'avais fait ma conférence, ils étaient d'accord avec 90% de ce que je disais, sauf que je ne suis pas marxiste-léniniste, mais bon. Mais c'était peu importe, finalement. Et puis à la fin, on a parlé, on allait prendre une bière, c'était dans le Nord, c'était à Lens. Et il y a un des messieurs qui me dit, qui avait déjà un certain âge, il me dit quand j'étais jeune, il se rappelait qu'à Lens, il avait vu arriver Georges Ségui de la CGT, qui était arrivé dans une R8, vous savez le truc qui était comme ça là, et qui était sorti avec sa valise en carton comme Linda de Souza pour aller à l'hôtel 2 étoiles du truc. C'était un camarade de Georges Ségui de la CGT. Il avait gardé ça. Puis il me dit l'autre fois, c'est un souvenir qui a une dizaine d'années, il me dit on va à Lille, où il y avait, comment il s'appelait, Thibault, l'ancien type de la CGT.
Il dit, on n'en est pas revenu. On l'a vu, il est arrivé, il avait une Velsatis, vous savez, c'était cette espèce de voiture comme ça, chauffeur, garde du corps, descendant dans un 4 ou 5 étoiles. Ils étaient là, il dit, avec les camarades, on n'en revenait pas. C'était plus la même chose. En fait, les syndicats français, c'est devenu comme dans Tintin en Amérique, vous savez, c'est ça, la vérité, ils sont vermoulus. Prenez Madame Lambert. Il y a quelques semaines, parce que c'est extraordinaire, c'est qu'elle a été nommée par les pouvoirs publics pour siéger au Conseil d'administration nationale du Crédit Agricole. Le ticket, c'est 40 000 € par an. Alors, il y a des gens qui bossent toute l'année et qui ne les font pas. Et elle, combien de jours elle a siégé au Conseil d'administration nationale du Crédit Agricole pour 40 000 €. Et ça, c'est un abus-gueule, parce qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent. Alors, comment voulez-vous qu'après, elle aille dire à Macron, pour pas faire ça, pour pas faire ça, c'est impossible. Et puis après, il le dit en façade pour ne pas mécontenter la base. En Assemblée Générale. C'est le double langage. C'est le double langage. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez des gens qui continuent à marcher dans la combine. Mais c'est la même chose pour la politique. Oui. C'est la même chose pour la politique. Il y en a, ils continuent à raconter n'importe quoi, à faire une autre Europe, un autre truc, et il y a des gens qui croient, d'autres qui croient. C'est vrai que ça n'engage que Il y a 20 ans, moi, Jacques Legnaud m'avait envoyé un sommet anti-impérialiste paysan qui se passait à Manille, aux Philippines. Et en fait, ça s'était passé dans un hôtel 4 étoiles. Et pendant les 3-4 jours du sommet, on a bu que du Coca-Cola. Que du ruinard. Encore, ça aurait été ça. Coca-Cola, c'est l'emblème des États-Unis. Un truc anti-impérialiste, il y a trop de choses à boire. Vivre, c'est passer son temps à gérer les contradictions. Merci, monsieur Astino. J'en voulais une aussi, j'en fais une aussi. Si vous voulez. Donc, Rappelez votre réfléchissez nom. bien à Philippe Ribaud. à cette agriculture française qui produit beaucoup. Ça s'écrit comment? R-I-B-A-U-L-T. B-A-U-l-t. B-A-U-L-T. Et il y a d'autres pays qui l'ont, que l'Ukraine n'est pas l'Union Européenne, ça n'empêche pas d'exporter. Je pense que la France, de toute façon, elle est pouvoir exporter même hors de l'Union Européenne, comme elle le disait avant que ce soit l'Union Européenne, et même avant que ce soit la CE. La France pourra continuer à exporter. C'est un régime d'exportation, comme je dis, de l'Union Européenne, globalement déficitaire. On nous flatte, nous paysans, en nous disant vous exportez l'équivalent d'un Airbus par semaine en blé. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on importe. Par exemple, en tout autre soja, à la limite, c'est plus élevé en termes de prix. On nous flatte comme le corbeau et le renard. Exactement, c'est ça. On nous fait croire qu'on est des exportateurs. On n'est pas des exportateurs. On est là pour jouer pour l'agroalimentaire et pour le business. On est des pions là, dans le système. L'idée que l'Europe est déficitaire en soi, si la France est excédentaire, on continuera de vendre à l'Europe, même si ce n'est pas l'Union Européenne. Vous voyez que les amis... Et les paysans suivent, c'est ça qui est terrible. Mais oui. À Interfeld, vous retrouverez un esprit CR. Coordination rurale, un petit peu, ouais. C'est Christophe Blanc, notre responsable, qui a pris des... Il y a des syndicats où on a été... J'ai moi de mettre un comme ça. Non, pas du tout, monsieur. Ajoute à la conversation peut-être. Monsieur le Président. Il faudrait peut-être un jour, lorsqu'on fait des... Lorsqu'on fait des universités d'automne, Oui. la dernière fois, on l'a fait à Azel Rideau, on a eu 1100 personnes. On est les derniers partis politiques, parce que nous, on monte. Parce que personne ne parle de nous, mais on a dépassé les 30 300 vrais adhérents. C'est beaucoup, dont 27 000 à jour de cotisation. On a plus d'adhérents à jour de cotisation que le Parti Socialiste, mine de rien. Non, mais je veux dire. Et donc, si un jour ça vous intéresse de venir à un débat sur l'agriculture à notre université... Comme on est à politique, on peut aller partout. D'accord. C'est l'avantage. Merci pour votre accueil, en tout cas c'était extrêmement gentil. Merci beaucoup. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.